conceptualiser tout ça, parce que au début, vous faites ça, c'est un peu aléatoire. Vous ne choisissez pas ce que vous faites. Ouais, vous essayez des trucs, ça marche pas. Et donc, ça me paraît important parce que c'est tellement dur que il faut comprendre pourquoi ça marche comme ça. J'essaie de vous expliquer aujourd'hui, mais avec mes mots, moi, de patron, je ne suis pas un consultant ni comme ça. Donc, je vous explique sur le vécu que j'ai vécu. Mais à un moment donné, il y a des gens qui ont travaillé sur ça. Hein. Donc, il y a Isaac Getz qui, lui, est plutôt en train de dire c'est en recherchant le bonheur des gens dans les entreprises qu'on va mettre en place des organisations efficientes. Chacun jugera de ça après, derrière. Mais ce que je veux dire, comprendre quelles sont les philosophies, quels sont les moteurs intellectuels qui drivent ensuite nos entreprises. Donc, c'est un peu ça. La loup, c'est un peu autre chose. C'est dire, voilà, je vous le disais tout à l'heure, les entreprises, c'est un organisme vivant. Et donc, ce qu'il faut chercher, c'est à mettre des organisations qui soient efficientes par rapport à ça et qui permettent à cet organisme de continuer à vivre. Voilà. Et c'est grâce à ça qu'ensuite le bonheur viendra. Vous voyez les deux morceaux qui se passent. Est-ce que le bonheur amène l'organisation ou est-ce que c'est l'organisation qui a amené le bonheur? Chacun fera comme il voudra. Ce que je peux vous en dire, c'est que faire les deux, c'est vachement bien aussi. Voilà. Et donc, travailler à la fois sur l'organisation, travailler à la fois sur est-ce que les gens sont bien dans votre entreprise, c'est important. Et alors, vous avez un homme qui a bien travaillé sur ce sujet-là, qui s'appelle François Pellerin, qui a écrit donc 2 bouquins qui s'appellent Le design du travail. Et c'est très intéressant parce que, vous voyez, ils ont mis au point un modèle qui s'appelle le modèle de Kalt, là. Je ne sais pas si dans marche, ici. En fait, souvent dans les entreprises, on démarre par le lean. Parce qu'évidemment, comme a dit Anna, et vous a dit que c'est ça qu'il fallait faire, vous, PMI, c'est ça que vous faites, forcément. Puisque, en plus, c'est financé, donc forcément, c'est mieux, ça va être bien, quoi. Donc ça, vous faites. Et en fait, ceux qui ont fait ça, comme moi, ben, ils se sont plantés. Parce qu'il faut commencer d'abord par l'autonomie. Il faut d'abord penser autonomie. Ensuite, vous pouvez mettre le lead. Et après, vous pouvez terminer sur l'apport de la technologie pour faciliter ce qu'on appelle, notamment dans les usines 3.0, 4.0, etc. Et tout ça s'appuie sur un climat de confiance. La confiance, ce n'est pas simplement la confiance que vous avez dans le salarié. C'est la confiance que les salariés ont aussi de vous. Mais c'est aussi la confiance que chacun de nous a de nous. Avez-vous confiance en vous? Oui? Non? Jusqu'à un certain point. Alors, deuxième chose qui est très intéressante dans ce qu'a écrit François Pellerin ici, c'est concernant effectivement je ne sais pas si le truc marche ici. Ah, ça marche. Bon, sur les philosophies qui sous-entendent les organisations ici en Europe, on va dire ça comme ça, et surtout en France. En France, c'est le chef qui décide, et les autres font. C'est le bureau méthode qui conçoit l'outil de production et les producteurs qui exécutent. D'accord. Et donc les Américains, donc, entre les deux guerres, ont développé à travers ce qu'on appelle les philosophes pragmatiques, donc des théories un peu différentes sur les organisations humaines, et c'est ça qui a amené d'ailleurs le succès des États-Unis. Je vous le mets ici, c'est celui qui fait, qui sait. Autrement dit, vous, patron, vous ne savez pas grand-chose. Franchement, quand on voit au bout du compte, là, je suis à la 4e ou 5e planche, vous dites, ça y est, où est-ce qu'il nous amène? On ne vaut plus rien. Puisque, je pense qu'il va dire, ben ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moins vous en faites, et mieux ça ira, parce qu'il bon, faut quand même choisir des trucs, etc. Donc, François Pellerin a écrit 2 bouquins, il est là à votre disposition, je pense qu'il sera ravi, je crois qu'il est déjà venu ici, tu es déjà venu ici, François, je crois. Et puis, une fois que vous avez un peu modélisé tout ça, il faut échanger. Donc on est allé voir des gens et donc on a créé une association avec François qui s'appelle Talent Culture, qui s'occupe du management un peu moderne, comme ça, un peu bienveillant. Et on a créé une communauté donc, qui est accueillie par Adiena, merci, qui s'appelle CISO, qui est la communauté de l'innovation sociale et organisationnelle, auquel on est quoi, une petite trentaine. Donc il y a Yann qui est là, on est là aussi, donc voilà, on est une petite trentaine là-dedans. Et on essaye de faire avancer le public. On est plutôt content, je dois dire, parce que, non pas par l'association elle-même, mais par le fait que ce que nous disions il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, c'est devenu presque banal de le dire. Voilà. Tout ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est un peu banal, vous le trouvez un peu partout.
Je vous laisse lire un peu tout ça sur ce que disent ces gens-là. Moi, ce que j'en ai retiré, et personnellement, c'est ce qui est arrivé chez moi, c'est d'abord, il faut à un moment donné, il y a une catalysation qui se fait. C'est la notion de kéros, vous savez, c'est-à-dire que c'est le bon moment pour le faire. N'attendez pas la crise pour le faire, c'est parfois trop tard. Faites-le un peu avant, mais sentez bien dans votre entreprise que ça se prépare. Il y a peut-être quelque chose à faire à un moment donné. C'est de mettre de la sensibilité, c'est pas du tout du rationnel. Il n'y a pas de matrice signe qui vous dira que c'est ça qu'il faut faire à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui a trait à l'émotionnel, probablement. Je ne vais pas étonner d'intelligence émotionnelle, qui a trait à ça. Deuxième chose, il faut du temps. Ne soyez pas pressés. Moi, j'ai commencé ça en 2013, début 2013, et c'est pas fini. C'est sans arrêt. Quand vous écoutez Jean-Charles Rym, par exemple, il a commencé avant moi, ces choses-là, et c'est toujours pas fini. Quand vous voyez Gauguin, on l'a rencontré récemment, même si son discours de base est toujours un peu le même, il se pose toujours des problèmes et des questions là-dessus, et il fait toujours évoluer son modèle. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui va vous transformer brutalement de A à B, c'est simplement un chemin. Vous êtes en A et vous décidez de prendre le chemin pour aller à Z. Vous ne savez pas où est Z parce que vous ne savez pas ce que c'est que Z, mais vous êtes sur le chemin. Comme on dit souvent, le chemin est plus important que l'objectif que vous fixez. Et c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui, c'est du chemin. Alors, la métamorphose est affaire des héros. C'est ce que je vous dis depuis le début de cette séance. Et les héros sont ceux qui partent inspirés par une mission humble, courageux et bienveillant. Le déclencheur de cette transformation, c'est la conviction forte et la volonté du chef d'entreprise. Ce n'est pas autre chose. Ça vient de vous, comme c'est venu de moi, comme c'est venu de Brice Gauguin, comme c'est venu de Jean-Charles Rym, comme c'est venu de François, etc., etc. Ça vient de vous, comme c'est venu d'Andrieux quand on en parle, ou d'Éric quand on en parle aussi. Chaque fois, ça part du chef d'entreprise. Et votre rôle à vous, c'est principalement de soutenir les managers intermédiaires. Pourquoi soutenir les managers intermédiaires? Parce que c'est eux qui vont souffrir le plus de ces changements. Vous êtes dans une démarche personnelle de transformation. Donc vous acceptez les souffrances liées à ça. Et quand vous proposez à l'entreprise de changer, les premiers touchés par ça, ça va être les managers intermédiaires. Je peux vous dire que moi j'ai eu 2 échecs sur ça. Le premier échec, un manager qui était tellement avide de ces idées-là, qu'il a pris. Il s'est trouvé à annuler 2 ou 3 gros, pas cher, et puis je joue plus de ça. Au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est aperçu qu'il n'allait pas y arriver. Il n'a pas osé venir me voir. Et je ne l'ai pas vu, alors que j'aurais dû le voir. Et le mec a fait un burn-out. Parce qu'il s'est trouvé dans une situation dans laquelle il avait tellement pris, tellement envie de réussir son truc, qu'il a tellement pris qu'il ne pouvait pas y arriver, qu'il s'est trouvé donc en situation d'échec qu'il ne pouvait pas admettre devant les autres. Il faut vous dire, faites pas bienveillant dans ces cas-là. Vous n'avez pas le 3e œil dont je parlais tout à l'heure pour voir les choses. Ben voilà ce qu'il y a. La deuxième chose, c'est mon directeur de production, copain depuis 10 ans, bossant avec moi. Et je lui dis, tu auras les ateliers, on va les libérer, et on les a libérés. Et au bout d'un moment, il vient me voir, il me dit, écoute Jean-Louis, moi ça je ne sais plus faire. Je ne suis plus chef d'arrière. À part faire des reporting, après je sais pas. Pas de problème, pas de problème. Tout le monde ne va pas vous suivre. C'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est l'accompagner par contre. Il faut le soutenir dans sa démarche. Et du coup, il est resté dans l'entreprise, on a fait des trucs ensemble, tous les deux, parce que je suis avec lui pour certaines choses que je lui ai confiées comme mission. Il s'est engagé vis-à-vis des autres pour les aider. Il a cherché du travail pendant ce temps-là. Il a trouvé un poste de directeur de production dans une grosse unité mécanique à Lyon. On lui a payé tous les trucs, les frais, les machins et tout ça. Et il m'a rappelé il y a 6 mois de ça pour me dire qu'il avait quitté la boîte, qu'il s'était mis consultant justement en qualité et qu'il me remercie pour tout ce que j'avais fait pour lui. Comme quoi, il n'y a pas de problème à ça si vous avez des relations humaines avec les gens, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas grave si quelqu'un n'accepte pas ces changements et ces modifications. Simplement, il faut les gérer, c'est tout. Il faut écouter.
quand on voit les crises qu'il y a dans l'aéronautique aujourd'hui, chez certains cadres intermédiaires, à qui on demande de libérer leurs ateliers, mais on leur demande, comme les chefs au-dessus, n'ont pas eux radicalement changé leur comportement, pour voir si ça marche, ils demandent encore plus de contrôle à leur manager intermédiaire. Donc les mecs explosent, parce qu'ils sont obligés de changer dans leur tête leur mode de fonctionnement habituel, donc c'est déjà difficile pour quelqu'un de changer de métier, de changer de comportement, d'avoir des pratiques différentes. Et en plus, on leur demande du contrôle sur un truc qui marchait bien avant et sur lequel eux-mêmes n'ont pas vraiment une confiance. Les mecs, il y a burn-out. Donc le manager, c'est lui le responsable et l'unique moteur et initiateur de cette démarche de transformation. Il n'y en a pas d'autre. Et votre devoir, à un moment donné, c'est d'accompagner les gens qui sont dans l'entreprise autour de ça. Ah ben regardez d'ailleurs, je vous ai mis en bas cette phrase-là du patron des wagons-lits. Vous voyez, je me suis plongé dans des écrits spirituels. Tout à l'heure, je remerciais les poètes, mais c'est vrai quoi. J'ai lu le poète Khalil Gibran. Vous connaissez Khalil Gibran, formidable poète, magnifique. Je vous engage, il y a un bouquin qui a été fait sur la synthèse de ces poèmes qui est comme ça, qui est superbe. Moi, je l'ai en table de chevet, plutôt qu'on a des CNews, je regarde ça. Ouais, le travail de l'amour et de l'amour rendu visible. J'ai travaillé avec des coachs, j'ai bien sûr dirigé l'entreprise, je crois que c'est placer les hommes et les femmes au centre de l'entreprise, en créant un environnement dans lequel ils et elles peuvent s'épanouir et donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Et il rajoute les parties prenantes, moteur par. Quels sont les héros? C'est vous, c'est le manager intermédiaire. C'est vous. Faire confiance, travailler sur soi, l'humilité, ça commence par ça. Laissez vos compagnons décider. Les embêtez pas, dégagez, évacuez le terrain. Si vous leur faites confiance, si vous n'êtes pas dans la délégation mais dans la subsidiarité, c'est-à-dire ils savent mieux que vous ce qu'il faut faire, et vous leur faites confiance pour ça, nul besoin d'être dans des réunions dans lesquelles ils vont décider le truc. Vous allez les emmerder. Ils ne vont pas oser parler. Ou alors vous allez parler à leur place. Et j'ai même dit quelque chose, c'est que vous allez empêcher l'innovation. Donc je parlais tout à l'heure l'innovation que vous appelez participative, innovation de process, pas de process, innovation d'organisation, de façon de faire. Parce que vous allez être là. Non pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous n'êtes pas vous tout seul l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est impossible que vous soyez à vous tout seul l'entreprise. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous n'êtes plus aujourd'hui sur des marchés qui sont établis sur 20 ans, dans lesquels vous savez ce qui va se passer demain. Vous n'êtes plus sur des contrats de sous-traitance avec Safran, avec un groupe, avec un Dassault, sur 10 ans. Vous ne savez pas du produit que vous sortez aujourd'hui s'il n'y a pas un Chinois, un Marocain, un Péruvien qui va pas sortir un produit qui va détruire votre truc. Vous ne le savez pas. Vous pensez le savoir. Vous pensez avoir la vision, vous, le patron charismatique. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, en état de crise, on l'a vu tout à l'heure avec le Covid, les entreprises qui étaient solidaires entre eux ont mieux résisté que les entreprises qui ne le sont pas. On parlait de performance à midi. Est-ce que vous savez aujourd'hui que les entreprises qui développent ça ont entre 5 et 10 points sur les secteurs d'activité sur le BE de plus? Est-ce que vous savez que la dernière étude de l'Accenture aux États-Unis montre que les entreprises qui ont des pratiques de RSE, des pratiques de management comme ça, ont 15% de valorisation supplémentaire lorsqu'elles se revendent? Donc on n'est pas en train de vous raconter le truc comme on le traitait autrefois de bisounours. On est en train de vous raconter quelque chose qu'on a vécu nous tous et qui sont formidables, qui vont vous élever dans vos entreprises, qui vont faire de vos entreprises des structures résilientes et performantes en termes d'innovation. Bon, on pourra détailler tout ça, il faudrait passer des heures là-dessus. Je voudrais juste aborder un dernier sujet sur l'incertain. Nous sommes dans un monde incertain, et donc on s'est interrogé à savoir, est-ce que les méthodes qu'on utilise jusqu'à présent, d'évaluation des entreprises, de planification des projets et tout ça, sont des méthodes qui sont éprouvées par rapport à l'incertain? Aucune d'entre elles. Évidemment, quand certains d'entre nous ont probablement vendu des entreprises, ou on a acheté, ou on fait des projets, donc on bâtit des trucs sous Excel, des tableaux de bord sous Excel, sur 5 ans. Et on fait des taux de croissance, plus 3%, plus 7% par an, etc.
Puis on dit aux financiers, vous voyez, regarde, il y a un TRI là, c'est génial, il y a un cash flow, machin, un TRI, c'est des là, machin. Eh, la boîte elle vaut tant. Putain, shit. Vous savez ce qui va se passer dans 5 ans, vous? Qui est de là ici? Personne. Donc dans l'entreprise, elle vaut quoi? Elle vaut ce que les hommes dans l'entreprise sont, ce que les savoir-faire que vous avez cumulés sont, ce que vos relations avec l'extérieur, les parties prenantes sont. Et donc pour ça, il vous faut des modèles maintenant, des outils qui soient différents d'avant. Et c'est ce qu'ont fait ces deux chercheurs, donc Thomas Houy et Valérie Fernandez, déplier incertain, donc si ça t'intéresse, je te donnerai ça. C'est très intéressant, vous voyez, on fait du problème solving plutôt que du problème design. On fait du pilotage plutôt que du reporting. On fait de l'apprentissage plutôt que de la gestion. Vous voyez, tous ces mots qui reviennent. Et ils ont un mot formidable. Vous savez, quand vous investissez sur un nouveau projet, autrefois, on s'intéressait au TRI de l'investissement. Combien ça va vous rapporter dans 4 ou 5 ans? Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour ça? Qu'est-ce que vous êtes prêt à risquer pour ça? Parce qu'on est bien dans ce domaine-là. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Donc ce que vous allez miser aujourd'hui, vous allez le perdre. Vous êtes prêt à faire quoi là-dessus? On n'est pas au poker, bien évidemment. Et même si vous jouez au poker, vous savez très bien que même quand vous jouez au poker, ce n'est pas le hasard qui vous fait gagner. C'est l'excellence. C'est la connaissance et la statistique. C'est l'expérience. C'est pas du tout le hasard. Le hasard arrive, mais le bon joueur de poker, il sait quel risque il prend et il sait gérer le hasard. Et c'est ce que vous propose ces gens-là. Qu'est-ce qui peut arriver demain? Vous n'avez pas prévu, qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Et tout ça, c'est bien beau. On a parlé d'entreprise, on a parlé de chef d'entreprise, etc. Et puis un jour, vous vous retrouvez à nager à 3 mètres du cachalot. Et là, je peux vous dire, c'est un choc. Moi, je ne suis pas plongeur, je vous le dis tout de suite. Mais quand vous vous retrouvez dans l'eau, avec 5000 mètres d'eau sous vous, avec un bateau qui est à 300 mètres, avec des engins comme ça, de 15 tonnes, vous imaginez un bus qui vient sur vous. Et vous entendez sur votre poitrine, parce que le cachalot vous scanne, il envoie des ultrasons, des ondes comme ça, qui passe à côté de vous, que son œil s'arrête à 1 mètre de vous, il vous regarde, et vous vous dites quoi? Je suis quoi là-dedans? En quoi suis-je si important? Qu'est-ce que je fais tous les jours pour que ce genre de choses continue d'exister? Est-ce que mon bonheur n'est pas là, dans cette rencontre avec des êtres différents, qui sont à côté de nous, qui nous subliment quand on les rencontre, qui nous permettent de retrouver ce que nous avons au fond de notre cœur, au fond de notre ventre? Et je peux vous dire des êtres comme ça, tous les jours vous en rencontrez, sauf que vous ne les voyez pas. Et il y en a même dans vos entreprises. Alors à un moment donné, il faut faire quelque chose. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'aimer. Aimer les gens. Aimer les gens qui travaillent avec vous. Aimer vos clients. Aimer vos fournisseurs. Aimer vos donneurs d'ordre. Aimer vos compagnons. Aimez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même. Tout ce que je vous ai dit là découle de ça. Tout ce que je vous dis depuis 1 heure découle de ça. De votre façon d'être au fond de vous-même et finalement de ce qui fait société lui-même. Et peut-être même l'obtention du bonheur. Je vous remercie.